les objets très chauds, très chauds, 10 000 degrés, c'est chaud, et les objets très chauds émettent préférentiellement dans l'UV. Et ce sont ces UV qui vont ioniser les nuages interstellaires qui, eux, vont réémettre en infrarouge. Donc vous voyez, tout se complète. On va avoir un télescope qui va être dédié en UV et on va essayer de combiner son information avec la même zone vue en infrarouge. Comme ça, on aura les informations qui vont se combiner. Donc l'UV, c'est surtout le domaine privilégié de la jeunesse des étoiles. Ça sert aussi à déterminer la composition de l'univers parce que l'UV est sensible au rapport D sur H. Bon, c'est un peu compliqué. D, c'est le deutérium. Et le deutérium, c'est un corps simple comme l'hydrogène. Et le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hydrogène lourd, le deutérium, et l'hydrogène normal, et c'est un marqueur de la composition de l'univers. Donc ça, c'est trop un peu complexe. Alors, on ne va pas tout voir, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, le satellite en ultraviolet le plus moderne, c'est Galex, lancé par les Américains, lancé de façon un peu originale, vous voyez. Pour les télescopes ou pour les objets qui ne sont pas trop lourds, on le met à bord d'un DC-10 ou d'un gros avion, d'un gros porteur, on est sous les ailes, on l'amène jusqu'à une altitude de 10 ou 15 km, et là on lance le troisième étage de la fusée, pour ainsi dire. Ça coûte beaucoup moins cher, et puis ça marche. Alors il orbite la Terre à 700 km d'altitude, il est donc sensible aux UV, il est juste en dessous des ceintures de Van Allen. Il a un grand champ. Vous voyez ici le champ de Galex, alors que le champ de Hubble, c'est ça. Voilà quelques images en ultraviolet, en visible. Je parlais de Galex surtout parce que la France a fourni beaucoup d'instruments pour ce satellite, et notamment le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Voilà à quoi ça ressemble. Pas énorme, Bon, je voudrais passer aller aux X au moins. Vous voyez, Andromède en ultraviolet et Andromède en visible. On ne voit pas le même genre d'information. Je suis obligé d'avancer un peu. Voilà. La nébuleuse ellipse que je vous ai montrée dans le visible de Hubble tout à l'heure, la voilà en UV. J'ai écrit X, pardon, excusez-moi, en UV. La naine blanche est toujours au milieu, mais les UV vont chauffer le gaz qui réémet en infrarouge, qui est là, mais le reste des UV, on le voit ici. Alors en X, là c'est plus des 10 000 degrés, c'est des millions de degrés. Ce sont des corps donc, qui sont énormément, c'est lié à des phénomènes énormément violents, comme les supernovas, les étoiles à neutrons, les noyaux de galaxies actives, etc. Donc, comme j'ai écrit, on étudie l'univers chaud et explosif. Alors, les rayons X, vous savez tous que ça a été inventé par M. Röntgen. D'ailleurs, en allemand, on ne dit pas rayon X, on dit rayonnement Röntgen. Si j'ai marqué à Würzburg en Bavière, parce que j'ai habité là-bas pas mal de temps. Et c'est lui qui a découvert par hasard ces rayons qui impressionnaient une plaque photographique. Alors, il y a principalement deux satellites en X, l'européen XMM Newton. Le problème des rayons X, quand vous êtes exposé à un rayon X, qu'est-ce qui se passe quand vous allez passer une radio? Mettez votre main, le rayon il traverse là, hop, il va impressionner la plaque photo.
quand vous voulez recueillir de la lumière dans le visible avec un télescope, il y a un rayon lumineux qui est là, qui se réfléchit ou qui traverse et qui vient, vous pouvez recueillir l'information sur un détecteur. Mais si je fais la même chose avec un rayon X, je passe au travers. Hein. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas créer un détecteur astronomique X comme un détecteur visible, comme un télescope dans le visible. En fait, il va falloir, pour détecter des rayons X, les prendre par la tangente, hein, pour qu'ils aient juste la possibilité de se réfléchir un peu, et ça va être en fait des grands tubes. Le miroir, ce sont les parois du miroir. Hein, et les rayons X vont pénétrer là-dedans et vont se focaliser sur un point. Et c'est pour ça que la plupart des télescopes X, ce sont des grands tubes. Alors, vous voyez, par exemple, le détecteur le miroir, on peut appeler ça le miroir de XMM Newton, c'est un assemblage de cylindres. De même, Chandra qui a été baptisé en l'honneur de Chandrasekhar, un astrophysicien indien très célèbre, c'est aussi un long tube. Alors, ils sont tous sur une orbite très elliptique pour éviter aussi les ceintures de Van Allen. Voilà à quoi ça correspond. Chandra, mais je voudrais vous montrer. Voilà, c'est surtout un grand tube. Voilà l'ouverture, le grand tube et la partie de détection qui va être ici. Alors, grand tube, c'est pas facile à lancer dans une fusée. Vous voyez à quoi ça ressemble, le télescope Chandra. Hein, ça rentre pas dans la coiffe de la fusée Ariane. Donc c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas la fusée Ariane qui l'a lancé, hein, ça a été lancé par la navette spatiale quand elle existait. Donc maintenant, on aurait du mal à lancer des télescopes X. C'était en fait le plus gros satellite emporté dans la soute de la navette. Alors, Chandra a photographié des objets très intéressants, notamment la supernova Cassiopée, la nébuleuse du Crabe, on va essayer de voir quelques objets là-dessus, et la supernova de Tycho. Alors Tycho Brahe, il faut faire un petit point d'histoire. À l'époque de Tycho Brahe, c'était un astronome un peu bizarre, mais génial. Il était passionné par l'astronomie, c'est un Danois. Il construisait ses appareils lui-même, il observait lui-même tous les soirs, et il prenait des notes, et pendant 10, 20 ou 30 ans, il a tout noté dans le ciel. Il était un peu excentrique aussi. Hein. On l'appelait Nez d'or, hein, parce que quand il était jeune, il s'était battu en duel, et puis il avait perdu un bout de nez. Et on lui avait mis un nez, une prothèse en or, et comme il était un peu bizarre, quand il était dans le monde et qu'il voulait embêter les gens, il enlevait son nez comme ça. Et évidemment, les bonnes femmes, elles tombaient en pamoison. On voyait les trous de nez comme ça à lui. Enfin, il avait failli mourir, hein, quand même. C'était quand même un génie. Et il avait fait construire sur une île toute une cité dédiée à la mesure du ciel. Donc, voilà. Et il était un peu dictateur, il faisait travailler tous les gens de l'île, comme ça, sous ses ordres. Et un beau soir de 1572, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Il voit un éclair, une étoile qui n'était pas là avant. Alors évidemment, il se pose des questions, puis c'est resté longtemps dans le ciel. Il se pose des questions, il dit, c'est une nouvelle étoile, bien sûr. Et une nouvelle étoile, à l'époque on écrivait beaucoup en latin, comme on dit nouvelle étoile en latin, nova stella, nouvelle étoile. Hein. Et le mot nova est resté. Et en fait, ce n'était pas une nouvelle étoile. Maintenant, on sait que, en fait, une nova, c'est la fin d'une étoile. Ce n'est pas la naissance d'une étoile. Mais le mot nova est resté, et on dit nova ou supernova, donc c'est beaucoup plus important. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, la religion était très puissante.
et il ne fallait pas mettre en doute tous les principes religieux, et un des principes, c'est le ciel est immuable. Or, s'il y a une étoile qui apparaît dans le ciel n'est plus immuable, puisque cette étoile vient de se créer, hein, le ciel vient d'être modifié. Et à l'époque, on brûlait les gens pour moins que ça. Hein. Il était dans un pays nordique, donc qui était beaucoup plus tolérant que dans les pays du Sud, mais ça a été une révolution à la fois psychologique et astronomique, parce que c'est la fin d'un dogme. Les cieux ne sont plus immuables. Hein. D'accord? Bon, j'ai un peu divergé, mais c'est important, ça fait partie de la culture générale. Hein. Donc Tycho Brahe, cette supernova, on l'a appelée la supernova de Tycho.